Pendant la seconde mi-temps de Qatar-Suisse, les joueurs étaient 20 prêts. Bouteilles d'eau à la main, alignés sur la pelouse, prêts à jouer au football. Et puis l'arbitre les a fait attendre. Pas à cause d'une blessure, pas pour un contrôle de sécurité. Il a immobilisé 22 athlètes professionnels sur le gazon pendant qu'une chanson de Whitney Houston résonnait à plein volume dans le stade et que le chronomètre continuait de tourner, pour une seule et unique raison. Fox n'avait pas encore terminé de diffuser ses publicités. Voilà la Coupe du Monde 2026. Un arbitre qui retient physiquement un match en direct, non pas pour les joueurs, non pas pour le jeu, mais pour permettre à une chaîne de télévision d'arracher les toutes dernières secondes d'une coupure publicitaire. Et une fois que l'on comprend pourquoi cela s'est produit, on comprend tout ce à quoi la FIFA ne veut pas que l'on pense pendant que l'on regarde. Parlons donc de la pause d'hydratation, car ce nom porte à lui seul une énorme charge de dissimulation. La règle est la suivante. La FIFA a imposé un arrêt de 3 minutes autour de la 22e minute de chaque mi-temps dans chacun des 104 matchs de ce tournoi. Le chronomètre officiel continue de tourner pendant la pause, ce qui garantit automatiquement au moins 3 minutes de temps additionnel dans chaque période. Officiellement, la raison avancée est le bien-être des joueurs et, selon les propres mots de la FIFA, le fait de garantir des conditions égales pour toutes les équipes dans tous les matchs, de l'eau pour les joueurs, pour leur sécurité. Et voici le détail qui fait voler tout le récit en éclats. Ces pauses ont lieu quelles que soient les conditions météorologiques. Elles ont lieu dans des enceintes climatisées. Elles ont lieu par des températures parfaitement douces. Le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud s'est joué à Mexico, par 73 degrés Fahrenheit, une agréable soirée de juin. Et pourtant, la rencontre a été interrompue à la 24e minute, dans l'Azteca, cette cathédrale où Pelé et Maradona ont écrit leur légende, afin que les supporters devant leur écran puissent regarder 180 secondes d'une publicité Lowe's pour le bricolage et l'aménagement de la maison. 73 degrés. Il n'y avait aucune chaleur dont protéger qui que ce soit. Il y avait seulement une publicité à vendre. Posons donc la question évidente, celle que la FIFA continue d'éviter. Pour qui est-ce vraiment fait ? Pour les supporters ? Presque personne sur Terre n'allume une Coupe du Monde en espérant davantage de coupures publicitaires. Tout l'attrait de ce sport tient au fait qu'il ne s'arrête pas. 90 minutes d'action continue, libre, fluide, pas de temps mort, pas d'arrêt du chronomètre. C'est cela le beau jeu. Les supporters se moquent de ces pauses depuis le tout premier coup de sifflet. Ce n'est pas pour eux. Pour les joueurs qui souffrent de la chaleur, bien sûr, boire réellement lorsqu'il fait réellement chaud est bénéfique pour les athlètes, et aucune personne honnête ne prétendrait le contraire. Mais personne n'a besoin d'une cérémonie de réhydratation d'urgence dans un dôme climatisé à température confortable. Les joueurs n'ont pas demandé cela. Plusieurs représentants de joueurs ont déclaré publiquement qu'ils n'avaient pas été consultés lorsque la FIFA a rédigé la règle. Ce n'est pas non plus pour eux. Il faut donc suivre l'argent. Parce que c'est là que se trouve la réponse depuis le début. En mars, la FIFA a annoncé que les diffuseurs seraient autorisés à vendre de la publicité pendant ces pauses obligatoires. Relisez cette phrase. La FIFA n'a pas seulement créé les interruptions. Elle les a transformés en nouveaux espaces publicitaires dédiés, emballés et commercialisables, insérés directement au cœur du jeu en direct. Ce conditionnement permet à la FIFA de facturer aux chaînes une prime plus élevée sur l'ensemble des droits télévisés. Et les chiffres sont vertigineux. La FIFA est en passe de générer environ 13 milliards de dollars sur le cycle actuel de 4 ans qui s'achève avec ce tournoi, les seuls droits de diffusion représentant près de 3,9 milliards de dollars de ce total. C'est une hausse de 29% par rapport au cycle précédent. L'analyste Michael Johnson de S&P Global a estimé que, sur les 104 matchs de cette Coupe du Monde, il y aurait environ 208 pauses d'hydratation obligatoires, soit 624 minutes de nouvel inventaire publicitaire. Selon lui, chaque créneau publicitaire individuel pendant ces pauses pourrait être facturé entre 7 et 9 millions de dollars. Ce n'est pas du bien-être des joueurs, c'est un lancement de produit, et les chaînes se sont ruées dessus. Aux États-Unis, Fox est passé à des publicités plein écran. Des diffuseurs au Brésil et en Irlande ont également utilisé ces créneaux. La pause d'hydratation est un produit de revenu vêtu d'une blouse de laboratoire, et nous savons que c'est un choix, parce que certains diffuseurs ont dit non. Aux États-Unis, Telemundo a refusé de couper l'antenne, gardant la caméra sur le terrain, montrant les regroupements, les ralentis, les analyses. Des diffuseurs au Mexique et au Royaume-Uni ont eux aussi rejeté les coupures publicitaires. Même pause, même règle. Et pourtant, certaines chaînes ont réussi à ne pas interrompre le football.
ce qui signifie que chaque écran vide, rempli de publicité, sur Fox relevait d'une décision délibérée, pas d'une nécessité. Puis Fox a voulu trop en faire et a dévoilé entièrement son jeu. La règle même de la FIFA prévoit que les diffuseurs doivent revenir de la publicité 30 secondes avant la reprise du jeu. Lors du tout premier match du tournoi, Mexique-Afrique du Sud, le 11 juin, Fox est revenu d'une publicité plein écran environ 10 secondes après que le ballon était déjà de nouveau en jeu. Ils ont littéralement manqué de l'action en direct d'une Coupe du Monde pour finir de vous vendre quelque chose. Un péché capital dans la diffusion sportive. Carly Lloyd, consultante à l'antenne pour Fox, double championne du monde et figure du studio de la chaîne, a publié un message sur les réseaux sociaux immédiatement après la retransmission. 2 mots. Je déteste ça. Ce n'était pas une spectatrice quelconque. C'était quelqu'un qui travaille pour la chaîne et qui dénonçait publiquement la couverture de son propre employeur le soir du match d'ouverture. La réaction en ligne a été immédiate et massive. Les supporters ont parlé d'embarras, de dégoût. Certains ont dit que c'était la chose la plus américaine qu'ils aient jamais vue infligée à un sport étranger. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey, deux des autorités judiciaires d'État les plus puissantes du pays, ont déjà assigné la FIFA à produire des documents exigeant des réponses sur ce qu'ils ont décrit comme des prix de billets artificiellement gonflés et une information trompeuse des supporters pendant le processus de vente. Cette pression juridique montait déjà avant même qu'un seul match ne soit joué. Le scandale des pauses d'hydratation a ajouté du combustible à un incendie qui brûle désormais sur plusieurs fronts à la fois. Et l'autre face de l'affaire Fox est encore pire, car cela signifie que l'on demande aux arbitres d'attendre. Lors de Brésil-Maroc, les joueurs étaient vraiment prêts à reprendre avant même que les 3 minutes ne soient écoulées. La reprise a été retenue, retardée, jusqu'à ce que les publicités aient fini d'être diffusées. Le Maroc avait pris l'avantage quelques minutes seulement avant cette pause et semblait être l'équipe la plus tranchante, la plus dangereuse. Après l'interruption, l'élan s'est évaporé. Le Brésil a égalisé peu après. Un moment de Coupe du Monde pour une équipe, le genre de moment qui définit les tournois, que l'on revoit pendant des décennies, a été vidé de sa force pour qu'une publicité puisse aller jusqu'à sa dernière seconde. Hydratation. Voici maintenant la partie qui fait passer cette histoire du cynisme à l'insulte pure et simple. C'est la même FIFA qui est arrivée à ce tournoi en croisade totale contre le temps perdu. Les touches qui ne sont pas effectuées dans les 5 secondes sont sanctionnées. Les remplaçants ont 10 secondes pour quitter le terrain sous peine de carton. Les dégagements aux 6 mètres sont punis en cas de retard. Le temps mort tactique du gardien a été interdit. Le responsable de l'arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, a même empêché les joueurs de se regrouper près du banc pendant qu'un gardien reçoit des soins, au motif que cela perturbe le rythme du match. Il surveille chaque seconde du temps de jeu pour maintenir l'action en mouvement. Et ces mêmes responsables introduisent ensuite, au milieu de chaque mi-temps, l'interruption délibérée la plus longue de toute l'histoire de ce sport, en invitant tous les joueurs à se regrouper autour du staff pendant 3 minutes entières. Le même rassemblement tactique qu'ils ont interdit sous un nom, ils l'ont discrètement rétabli sous un autre. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, utilise ouvertement un ordinateur portable pendant ses pauses. Il avait d'abord attiré l'attention en le faisant lors d'un match amical de préparation contre le Sénégal en mai, et la FIFA a confirmé peu après que c'était parfaitement légal parce que l'IFAB, l'organe qui rédige les véritables lois du jeu, autorise l'équipement électronique mobile à des fins tactiques pendant le match. Le sélectionneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, a admis après le match contre la République tchèque qu'il avait utilisé la pause pour marteler des consignes de placement très précises. Il l'a dit clairement. Pendant la pause d'hydratation, il a continué à insister auprès de ses joueurs sur leur structure et leur déplacement. La FIFA a interdit le temps mort tactique, puis l'a reconstruit, rebaptisé hydratation et vendu de la publicité autour. Jürgen Klopp l'a dit simplement. Le football, selon lui, est pris en otage par des dirigeants assis dans des bureaux climatisés. Il n'a pas tort, et ces pauses sont des cages dorées pour les sponsors. Soyons honnêtes, car cette histoire l'exige. La vraie chaleur existe. Certains de ces matchs se joueront dans des conditions réellement brutales. Des sites en Floride annoncent des températures ressenties proches de 105 degrés Fahrenheit. Dans ces rencontres, les pauses pour boire ne sont pas seulement acceptables, elles sont indispensables. Tout argument contraire est faux. Le stress thermique est un risque physiologique sérieux à ce niveau d'effort et de véritables pauses de refroidissement dans de véritables conditions de chaleur ont une finalité claire et défendable. Mais c'est précisément là tout le problème. Si la règle concernait réellement la chaleur, elle suivrait la chaleur, comme elle l'a fait de 2014 à 2022,
lorsque les pauses étaient redécidées à la discrétion de l'arbitre uniquement quand les conditions l'exigeaient vraiment. Une obligation générale qui s'applique à chaque match dans chaque dôme climatisé à 73 degrés n'est pas une politique contre la chaleur, c'est une politique de facturation. La météo, c'était le prétexte, la science est le costume. En dessous se trouve une coupure publicitaire programmée que la FIFA a structurée et vendue des mois avant le début du tournoi. Des médias européens parlent d'américanisation du football, ce qui est d'un humour assez sombre quand on se souvient que le soccer ne fait même pas partie des 4 sports les plus importants à la télévision américaine. La FIFA a regardé le jeu le plus regardé et le plus fluide de la planète, puis a décidé que son plus grand défaut était de ne pas offrir assez de place pour vous vendre un pick-up. Et cela n'arrive pas isolément. La controverse sur le prix des billets s'est développée en parallèle du scandale des pauses d'hydratation depuis avant même le jour d'ouverture. Les prix des billets pour ce tournoi ont été multipliés par environ 5 par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar selon Football Supporters Europe, une fédération qui représente des groupes de supporters à travers le continent. Elle avait publiquement averti pendant des mois que ce qu'elle qualifiait de tarification exorbitante exclurait les supporters ordinaires. Elle avait raison. Pendant le match Corée du Sud-République tchèque à Guadalajara, le 12 juin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était présent. Les caméras ont saisi derrière lui des rangées entières de sièges vides. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, il a défendu le modèle tarifaire. Il a affirmé que les prix des billets étaient alignés sur ceux des autres grands événements sportifs. Les supporters et les critiques sur les réseaux sociaux ont trouvé cette réponse surréaliste. Le billet le moins cher pour la finale était affiché à 5 785 $. Certains billets pour la finale sur le marché de la revente approchaient tôt les 33 000 $. Le Canada, l'un des 3 pays co-organisateurs, a disputé son premier match au BMO Field de Toronto sans faire le plein. Plus de 1000 sièges sont restés vides lors de l'un des moments symboliques du pays hôte. Tout cela pour un tournoi dont la FIFA prévoyait qu'il générerait près de 9 milliards de dollars de revenus pour cette seule année. Les responsables politiques sont désormais directement impliqués. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont lancé des enquêtes officielles sur les pratiques de vente de billets de la FIFA. L'assignation adressée à la FIFA exige des documents sur la tarification variable selon les phases de mise en vente, un processus qui aurait permis à la FIFA d'augmenter les prix d'environ 90 des 104 matchs de 34% en moyenne entre octobre 2025 et avril 2026. Des supporters ont témoigné avoir été induits en erreur sur l'emplacement des sièges, notamment par la création d'une nouvelle catégorie de billets front plus cher, publié après les premières ventes, alors que des personnes avaient déjà rejoint les files d'attente et planifié leur budget de voyage sur la base des prix annoncés auparavant. Ce n'est pas un bug de billetterie, c'est une stratégie. Il vaut la peine de prendre un peu de recul et de poser une question plus large. Que croit réellement la FIFA que ce tournoi est ? Car le signal envoyé par la première semaine est impossible à manquer. Il s'agit d'une organisation qui lutte depuis des années pour se débarrasser de l'héritage du scandale de corruption qui a éclaté publiquement en 2015. Des dizaines de responsables inculpés par le département de la justice des États-Unis. Des pots de vin retracés sur plusieurs décennies. Sepp Blatter et Michel Platini, tous deux suspendus du football. Des confédérations entières impliquées. Des centaines de millions de dollars de rétrocommissions liés à des accords de droit de diffusion et au vote d'attribution des Coupes du Monde. La blessure institutionnelle née de ce scandale ne s'est jamais vraiment refermée. Des comités de réforme ont été créés. Des promesses de transparence ont été formulées. Gianni Infantino a pris les commandes en 2016 avec la promesse explicite d'assainir l'organisation. Et pendant un temps, le récit a tenu. Mais la conduite de la FIFA lors de la Coupe du Monde 2026, la règle des coupures publicitaires obligatoires, la manipulation des prix des billets désormais examinés par la justice aux États-Unis, les arbitres retenus en plein match pour que les publicités puissent se terminer, racontent une autre histoire. C'est l'histoire d'une organisation qui a appris à ne plus prendre d'argent liquide dans des enveloppes brunes, mais qui est devenue très sophistiquée dans sa manière d'extraire de l'argent par des moyens techniquement légaux et structurellement intégrés aux règles elles-mêmes. La pause d'hydratation n'est pas un pot de vin, c'est une politique. Voilà l'évolution. Voilà ce qui la rend plus difficile à poursuivre et plus facile à répéter. Infantino lui-même est devenu une figure politique clivante bien au-delà du football.
Sa relation étroite avec l'actuel président des États-Unis, les deux hommes ont été photographiés ensemble à la Maison-Blanche plus tôt cette année, avant le tournoi, a suscité des commentaires d'observateurs qui notent que l'organisation de la Coupe du Monde dans 3 pays nord-américains était aussi en partie une affaire d'alignement géopolitique. Les États-Unis avaient obtenu à l'origine le droit de co-organiser l'événement avec le Canada et le Mexique en 2018. À l'époque, cela avait été présenté comme une célébration de la culture footballistique nord-américaine. Dans les faits, l'architecture commerciale construite autour de ce tournoi reflète davantage les normes américaines de diffusion sportive que toute tradition mondiale du jeu. Pauses obligatoires, fenêtres publicitaires segmentées, arrêt imposé par l'arbitre au milieu de l'action. Voilà à quoi ressemble réellement, vu de l'extérieur, l'américanisation du football. Pas l'enthousiasme des nouveaux supporters. Pas les stades pleins de la Coupe du Monde 1994, qui restent parmi les plus fréquentés de l'histoire. Ce que le reste du monde regarde en ce moment, c'est l'insertion du modèle de diffusion de la NFL, construit autour de l'interruption publicitaire comme élément structurel dans un sport dont l'identité mondiale repose précisément sur l'absence de ces interruptions. Ce qui rend le moment actuel particulièrement brutal, c'est le contraste entre les ambitions proclamées par la FIFA et son comportement observable. Infantino répète depuis des années que cette Coupe du Monde serait différente, plus accessible, plus mondiale, plus inclusive que toutes les précédentes. Il a élargi le tournoi de 32 à 48 équipes, précisément pour faire entrer davantage de nations, davantage d'histoires, davantage de populations mondiales dans la compétition. Il a parlé du football comme d'une force d'unité. Il a parlé de laisser un héritage en Amérique du Nord. Et dans les premiers jours du tournoi, il y a réellement des moments extraordinaires sur le terrain, des résultats surprenants, de nouvelles nations au plus haut niveau, des matchs qui rappellent pourquoi des milliards de personnes tiennent à ce sport. Mais l'architecture hors terrain mine tout cela. Parce que chaque fois que l'on regarde l'un de ces moments extraordinaires et que l'arbitre fige le jeu à la 22e minute pour que Fox puisse diffuser 3 publicités supplémentaires, le mépris institutionnel de l'expérience du spectateur devient l'histoire dominante. Le match devient un contenant. Le contenant devient un produit. Et le produit est revendu au public qui était déjà en train de regarder gratuitement. La dimension politique est encore plus profonde lorsqu'on observe la manière dont la FIFA a géré les critiques cette semaine. La réponse d'Infantino au siège vide a été de défendre les prix. La réponse de la FIFA au manquement de Fox pendant la retransmission, action en direct manquée, retour tardif des coupures publicitaires, violation de la règle des 30 secondes, a été le silence. Aucun communiqué public, aucune amende annoncée, aucun diffuseur sanctionné. Fox a payé environ 400 millions de dollars pour les droits de diffusion de ce tournoi aux États-Unis. Quand vous avez payé 400 millions de dollars pour quelque chose, on ne vous inflige pas d'amende pour avoir diffusé une publicité de trop. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent ces relations. Et le silence de la FIFA sur ce point dit tout de l'endroit où se trouve le véritable pouvoir dans cet arrangement. Pendant ce temps, les répercussions politiques continuent de s'amplifier. Plusieurs membres du Congrès américain ont évoqué publiquement le sujet, soulignant que la Coupe du Monde était censée être un événement économique et culturel pour les Américains ordinaires, et qu'au lieu de cela, les Américains ordinaires la regardent à la télévision pendant que les stades restent partiellement vides. L'image est désastreuse. Le tournoi se joue dans le pays le plus associé au sport comme industrie du divertissement, et il produit des titres sur l'exploitation plutôt que sur la célébration. Pour les joueurs eux-mêmes, la situation est discrètement absurde. Ils se sont entraînés pendant des années pour cela. Ils se sont qualifiés à travers des compétitions continentales impitoyables. Ils ont pris l'avion vers un continent où certains n'avaient jamais joué auparavant. Et maintenant, 2 fois par match, un coup de sifflet retentit à 1 minute prédéterminée, peu importe ce qui se passe réellement dans le jeu. Peu importe qu'une équipe presse, peu importe qu'un but soit sur le point d'être marqué, peu importe le rythme et l'élan que les entraîneurs passent leur carrière à construire et à protéger. Et tout le monde s'arrête, boit de l'eau et attend qu'une chaîne de télévision sur un autre continent finisse de diffuser une publicité pour une voiture. L'argent a toujours existé dans le football. Le sport de haut niveau est commercialisé depuis des décennies. Sponsors sur les maillots, naming des stades, indemnités de transfert de plusieurs centaines de millions. Rien de tout cela n'est nouveau. Ce qui distingue la pause d'hydratation, c'est sa frontalité. C'est une coupure publicitaire. Elle ressemble à une coupure publicitaire. Elle fonctionne comme une coupure publicitaire.
La FIFA lui a simplement donné un autre nom et l'a inscrite dans les règles du match. Il y a quelque chose de presque admirablement effronté dans la manœuvre. Ils ne l'ont pas caché. Ils l'ont annoncé en mars. Ils ont dit aux diffuseurs qu'ils pourraient y vendre de la publicité. Ils ont dit aux arbitres de l'appliquer quelles que soient les conditions. Puis, ils ont attendu de voir si quelqu'un les arrêterait. Personne ne l'a fait. Et nous voilà donc ici. 48 équipes, 104 matchs, 208 interruptions programmées, 624 minutes de nouvel inventaire publicitaire inséré dans l'événement sportif le plus regardé de la planète, le beau jeu, en courte pause publicitaire. Nous revenons tout de suite.